Soyons honnêtes, la Formule 1 n'est pas vraiment l'endroit idéal pour les outsiders. C'est un monde impitoyable, avec des budgets de plusieurs milliards de dollars, des marges de profit infimes et des ingénieurs qui rêvent probablement de simulation CFD. Et pourtant, certaines équipes refusent de disparaître. Avez-vous déjà remarqué ça? Il y a toujours 1 ou 5 équipes qui se présentent année après année, garées au fond de la piste comme si elles n'avaient pas compris qu'il s'agissait d'une course. Elles se qualifient bonnes dernières, abandonnent à mi-parcours, et leur plus grande bataille en course se déroule généralement avec les drapeaux bleus. Alors vous vous demandez peut-être, pourquoi continuent-elles à se présenter? Pourquoi dépenser des millions juste pour finir 19e? Est-ce de l'entêtement, de la passion, une étrange déduction fiscale? Aujourd'hui, nous nous penchons sur le cas curieux des écuries en difficulté de la F1. Des écuries comme Minardi, HRT, Caterham, Manor et même la glorieuse Andrea Moda. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'elles perdent peut-être sur la piste, mais en dehors, c'est une toute autre histoire. Prêt à faire un tour avec les outsiders? C'est parti! Avant Haas, avant Caterham, il y avait Minardi, l'écurie par excellence où nous sommes simplement heureux d'être là. Fondée en 1979, Minardi a fait son entrée en F1 au milieu des années 80 et s'est immédiatement fait un nom comme, l'écurie à qui on a pris un tour. Mais voilà le hic. Minardi n'a jamais remporté une seule course. Ils ont à peine marqué des points, et pourtant, ils ont tenu le coup pendant 20 ans. Ce n'est pas seulement de la persévérance, c'est une obstination digne des Jeux Olympiques. À un moment donné, leur budget était si serré qu'ils expédiaient littéralement des pièces détachées sur des vols commerciaux, le fret aérien étant trop cher. Imaginez votre aileron avant en place 26B. Alors pourquoi ont-ils tenu bon? Parce que même s'ils ne gagnaient pas de trophées, ils gagnaient autre chose, de la visibilité. Le simple fait d'être en F1 leur donnait de la visibilité. Et cette visibilité signifiait des sponsors. Pas des gros bonnets, plutôt des chaînes de pizzeria locales et des boissons énergisantes inconnues, mais suffisamment pour survivre. Et de temps en temps, ils réussissaient un exploit, comme en 2002, lorsque Mark Webber a terminé 5e en Australie, et que le public s'est déchaîné comme s'il venait de remporter le championnat. Et n'oublions pas une chose, ils ont été la première équipe à placer un jeune Fernando Alonso au volant d'une F1. Alors oui, Minardi était peut-être lente, mais ils avaient le sens du talent et la volonté de survivre. Finalement, ils ont été rachetés et transformés en ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'AlphaTauri. C'est vrai, votre équipe de milieu de tableau avant-gardiste préférée, c'était Minardi Engines. Très bien, retour en 2010, une époque où la FIA a eu une idée brillante. Résolvons le problème financier de la F1 en invitant les équipes à petit budget dans ce sport. Entrée HRT, Caterham et Virgin, Marussia, Manor, peu importe leur nom cette semaine-là. Ces équipes ont promis un budget plafonné à 40 millions de dollars, ce qui, attention spoiler, ne s'est jamais concrétisé. Imaginez donc vous présenter à un combat de poids lourd, vous attendant à ce que tout le monde porte des gants en mousse, pour finalement tomber sur Mercedes brandissant des masses. C'est ce qui s'est passé pour ces équipes. Prenez HRT. Ils ont complètement raté les essais de pré-saison, sont arrivés en retard aux courses, et leur voiture semblait tenir bon grâce à des colliers de serrage et un optimisme aveugle. Et puis il y a eu Caterham, bien financé au départ, avec une livrée verte éclatante et de grands rêves. Mais après quelques années à finir dernière, ils ont lancé une campagne de financement participatif juste pour se qualifier pour Abu Dhabi en 2014. Oui, sérieusement, ils ont collecté des fonds sur internet pour participer à des courses, comme un GoFundMe avec de la fibre de carbone. Et Marussia, Dieu les bénisse, a réussi à faire fonctionner ça pendant un moment. Ils ont marqué des points à Monaco avec Jules Bianchi en 2014, ce qui était comme regarder son petit cousin marquer un but contre le Real Madrid. Une expérience émouvante. Mais voilà le hic. Même s'il se faisait démolir sur la piste, le simple fait d'être sur la grille de départ valait quand même quelque chose. L'audience mondiale de la F1, énorme. Les sponsors veulent participer. Les investisseurs restent intéressés et avec un peu de chance, un gros acteur pourrait vous racheter. C'est comme acheter une maison à rénover dans un quartier branché. C'est moche maintenant, mais bon, si Liberty Media fait grimper les prix de l'immobilier, il faut patienter et attendre le boom. Si Minardi était l'outsider et HRT le pari budgétaire, alors Andrea Moda était franchement une arnaque sur roue. La F1 était encore assez flexible et des équipes vraiment douteuses ont réussi à passer entre les mailles du filet. Andrea Moda était l'une d'elles. L'écurie a été fondée par le magnat de la chaussure Andrea Sassetti. Oui, un spécialiste de la chaussure qui a racheté une ancienne équipe juste pour accélérer son entrée en F1. Le problème, il n'avait pas de véritable plan, pas d'infrastructure, pas de contrat moteur, juste une ambiance. Ils sont arrivés en retard, leurs voitures ont à peine roulé. Les pilotes étaient plus souvent changés que les pneus,
Et à un moment donné, ils ont été interdits de course parce que leur camion était bloqué à la douane. Ça ne s'invente pas. Mais le point culminant, ou le point négatif, a eu lieu lorsque Sassetti a été arrêté lors d'un Grand Prix pour des délits financiers présumés. Oui, arrêté pendant un week-end de course. Ce n'était pas une équipe, c'était un feuilleton en combinaison. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, Andrea Moda s'est qualifié une seule fois à Monaco. Roberto Moreno a participé à la course. Il n'a pas terminé, mais pendant un bref instant hilarant, Andrea Moda était de la partie. Alors pourquoi s'embêter ? Parce qu'à l'époque, le simple fait d'inscrire une voiture en F1 vous donnait de l'influence. Cela vous ouvrait des portes, vous obteniez vos sponsors, vous faisiez connaître votre nom sur les écrans du monde entier. Andrea Moda ne voulait pas gagner, il voulait exister, juste assez longtemps pour se faire remarquer. Imaginez un coup de pub sur le thème de la F1, et puis on en parle encore 30 ans plus tard. Alors peut-être que ça a fonctionné. Bon, parlons de stratégie. Car aussi ridicule que certaines de ces équipes puissent paraître, elles ne se contentent pas de se débattre. Certaines jouent un jeu différent, où la victoire n'est pas indispensable. Décomposons-le. La Formule 1 distribue des centaines de millions de dollars de primes, mais seulement si vous êtes présent, terminez les courses et survivez assez longtemps. Même si vous êtes dernier, il y a toujours des revenus télévisés, de la visibilité auprès des sponsors, et une chance de décrocher le précieux pactole des accords Concorde. Comme en 2020, la dotation atteignait près de 998 millions de dollars. Même les plus modestes ont eu leur part. Ensuite, il y a la visibilité. La F1 a une audience mondiale de plus de 1,5 milliard de personnes. Un logo sur une voiture lente, c'est un logo visible au monde entier. Ça a de la valeur. Et voici le point crucial, la stratégie de sortie. Les équipes n'espèrent pas seulement gagner des courses, elles espèrent se faire racheter. Imaginons que vous soyez une équipe en difficulté avec 0 points, mais une participation valide en F1. Soudain, un milliardaire frappe à la porte comme Lawrence Stroll l'a fait avec Force India. Boum, refonte, reconstruction, nouvelle ère. Cela s'est produit tellement de fois. Minardi, Toro Rosso, AlphaTauri, Visa Cash, Aperbé. Oui, c'est vrai. Jordan, Midland, Spiker, Force India, Racing Point, Aston Martin. Marussia, Manor, disparu, mais presque arrivé. Vous voyez le schéma ? Certaines équipes ne sont que des remplaçants, des biens immobiliers. Elles tiennent le coup jusqu'à l'arrivée du prochain gros acheteur. Alors oui, sur le papier elles perdent, mais si elles sont toujours dans la course, elles n'ont pas encore perdu. Écoutez, la Formule 1 aime les gagnants, c'est évident. Mais qu'est-ce qui fait vraiment vivre ce sport ? Ce sont ceux qui refusent d'abandonner. Car pour chaque série de domination de Red Bull, il y a une Minardi qui survit discrètement en coulisses. Pour chaque chef-d'œuvre de Mercedes, il y a une Caterham qui fait de son mieux pour ne pas caler en sortie de stand. Et bien sûr, une partie de son business, une partie de sa politique, une partie de son slogan « S'il vous plaît mon Dieu, qu'un investisseur nous sauve ». Mais au fond, il y a quelque chose de beau à se présenter chaque week-end sans réelle chance de podium, et à le faire quand même. Il faut ce cran, cette folie, cette équipe qui célèbre sa 10e place comme si c'était un championnat du monde. Ils sont au cœur de la F1. Ils nous rappellent que ce sport n'est pas qu'une question de domination, mais aussi de remontée. Et qui sait, le dernier espoir d'aujourd'hui pourrait être la Red Bull de demain. Demandez à Dietrich Mateschitz, qui a racheté une équipe en difficulté en milieu de peloton en 2005 et l'a transformée en un mastodonte. Alors la prochaine fois que vous verrez une voiture se faire doubler pour la 3e fois, ne levez pas les yeux au ciel. Cette équipe est peut-être en train de perdre la course, mais elle poursuit toujours son rêve. Et en Formule 1, c'est déjà la moitié du chemin.